Bonjour à tous, bienvenue dans la 3e édition de Rien à cacher. Vous êtes nombreux connectés, on vous en remercie. L'objectif de ce web débat, c'est de répondre à un maximum de questions que vous pouvez vous poser sur les entreprises du médicament. Alors on est en direct aujourd'hui de Lyon. Je suis Clarisse Lost et je suis présidente d'un laboratoire qui s'appelle MSD. Et je suis accompagnée de Thomas Borel du LEM. Bonjour. De Éric Bazaillac du LEM également. Donc je Bonjour. vous rappelle, le LEM, c'est le syndicat des entreprises du médicament. On est là pour vous répondre et mettre tout ce qu'on peut, tout ce qu'on essaye de communiquer aujourd'hui pour répondre à un maximum de vos questions sur la prochaine heure. Tout de suite, première question. Alors, ce sont des réponses courtes pour des questions d'intérêt certain. La première porte sur le... Je la reprends. Est-il normal d'injecter 5 milliards de doses de vaccins anti-Covid sans savoir ce qu'il va se passer après ? Alors tout de suite, premier élément de réponse, c'est que comme pour tout nouveau vaccin, nouveau traitement, ces vaccins en l'occurrence ont fait l'objet de longues données de recherche clinique qui ont été évidemment produites par des investigateurs sous la responsabilité de laboratoires pharmaceutiques, mais surtout qui ont été évaluées par des autorités compétentes, en l'occurrence l'Agence européenne du médicament. Premier élément. Deuxième élément important aussi, c'est que ces vaccins, aujourd'hui, font l'objet d'une surveillance à l'issue de leur mise sur le marché, donc de leur mise à disposition auprès des patients français et dans le monde. Et cette surveillance est particulièrement accrue pour les vaccins anti-Covid, compte tenu du nombre de patients qui vont, ou de populations qui vont en bénéficier. Enfin, pour l'instant, je voudrais dire très clairement que toutes les données sont extrêmement rassurantes, à la fois sur l'efficacité du vaccin, mais aussi sur le risque, puisque de grosses études continuent à documenter le risque associé à la prise de vaccin, et il est aujourd'hui très négligeable par rapport aux bénéfices. Alors ici, on s'interroge pourquoi les vaccins ne sont pas gratuits alors que c'est l'argent public qui a payé la recherche. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer cette idée qu'il y aurait de l'argent public et de l'argent privé. Voyez-vous, c'est un continuum, la recherche et le développement en matière de médicaments. Si je prends l'histoire des vaccins contre le Covid, vous avez au point de départ une recherche qui a été fondamentale pour découvrir tout ce qui était les propriétés de l'ARN messager, par exemple. Elle s'est faite dans les années 90 et ça a été le fait des universitaires, effectivement, donc c'est de l'argent public. Et puis après, vous avez toute la partie développement. Et là-dedans sont venus s'insérer des start-up, des entreprises extrêmement petites d'abord et extrêmement dynamiques, sans lesquelles nous n'aurions pas aujourd'hui les vaccins contre la Covid. Ce sont des entreprises qui, comme Moderna, comme BioNTech, se sont attachées à transformer un concept en médicament. Et là, ces entreprises, elles ont été créées en 2008, en 2010, et elles ont passé 10 ans à prendre des risques énormes et à investir sur des fonds privés essentiellement. C'est en moyenne 1 milliard, 1,5 milliard de dollars. Et ensuite, elles ont passé le relais, je pense à BioNTech, auprès d'un grand industriel, Pfizer, qui a investi à nouveau plus d'1 milliard de dollars. Donc vous voyez, des investissements publics pour la recherche, 20% à peu près des coûts, et des investissements privés pour toute la partie développement, 80% des coûts. Une autre question, vous nous interrogez sur la nécessité d'avoir une 3e dose pour l'ensemble de la population. Ce qui est important, c'est les vaccins Covid ont été mis globalement sur le marché depuis à peu près 1 an, et on surveille, post-commercialisation, bien évidemment la sécurité d'emploi, mais aussi l'efficacité. Et il y a plusieurs milliards de doses qui ont été injectées, donc on a une grande population sur laquelle on peut regarder. Et on s'aperçoit effectivement qu'à partir de 6 mois, on voit une diminution progressive de l'efficacité. Donc aujourd'hui, les autorités évaluent ces données et les suivent au quotidien. Ils ont décidé, la Haute Autorité de Santé a décidé qu'il fallait une 3e dose aujourd'hui pour les populations les plus fragiles ou au-delà de 65 ans, aussi pour les professionnels de santé qui sont en contact avec des populations fragiles. Donc aujourd'hui, rien ne nous dit si ça va être nécessaire pour l'ensemble de la population, mais au vu des premiers résultats, ça semble relativement probable. Alors, il y a une question d'un internaute qui porte sur les liens entre le gouvernement et les entreprises du médicament, les laboratoires pharmaceutiques. Les liens en général. Alors, je voudrais indiquer que les entreprises du médicament, bien entendu, compte tenu du contexte dans lequel elles travaillent, ont besoin d'échanger régulièrement, non seulement avec le gouvernement, mais avec les agences et les autorités sanitaires qui sont en responsabilité du suivi de ces médicaments ou de la mise sur le marché de ces médicaments. Tout ça se fait dans un cadre qui est extrêmement balisé, qui est d'ailleurs majoritairement défini par des textes de loi et qui fait l'objet, dans la majorité des cas, d'informations qui sont absolument transparentes. Les échanges entre
entre l'entreprise du médicament et les entreprises et l'agence du médicament, avec la Haute Autorité de Santé, font l'objet de comptes rendus qui sont publics et disponibles. Peut-être souligner aussi que, évidemment, comme tout secteur, il y a un rôle de lobbying, on va l'appeler ainsi, qui se fait aussi pour défendre les intérêts du secteur. Mais on est un secteur qui est particulièrement engagé sur un lobbying éthique et responsable, je tiens à le dire. Et pour en témoigner, vous dire que le secteur pharmaceutique est le premier à avoir signé la charte de transparence internationale qui témoignait d'un lobbying éthique et responsable et avec un certain nombre d'engagements qui sont les nôtres. Alors le premier poste de dépense de l'industrie pharmaceutique serait le marketing et la pub et pas la recherche. Est-ce qu'on trouve ça normal? Alors là aussi, il faut être très clair. Vous savez, l'industrie pharmaceutique, c'est avant tout de l'innovation. C'est un peu comme quand vous faites du vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Eh bien, si l'industrie pharmaceutique demain n'investissait plus dans l'innovation, n'investissait plus dans la recherche, elle mourrait, elle s'arrêterait tout simplement de fonctionner. Aujourd'hui, tous les classements le montrent, l'industrie pharmaceutique est le secteur manufacturier qui investit le plus avec l'industrie de l'IT, des technologies de l'information, par rapport à son chiffre d'affaires. C'est entre 15 et 25% de son chiffre d'affaires, c'est considérable. C'est à peu près 180 milliards de dollars investis dans la recherche en 2020. Alors, le marketing, eh bien, c'est une ligne comptable, effectivement, dans nos comptes. C'est pour ça qu'elle est souvent reprise. Mais vous savez, c'est une ligne fourre-tout dans laquelle on va trouver, y compris des études cliniques, des médicaments qui sont testés en vie réelle, par exemple. Alors, question suivante, je vais la prendre. En quoi le nouveau traitement serait plus fiable que tous ceux tentés sans succès avant? Alors, j'imagine que l'internaute pose la question sur le nouveau traitement Covid, qui est très d'actualité depuis les dernières semaines. Alors, je pense que c'est important de revenir sur les derniers mois et depuis toute la crise Covid. Au départ, on s'est réfugié sur tous les traitements existants et on les a mis dans des essais cliniques sur la base d'hypothèses en se disant qu'ils pourraient marcher. Et il y a seuls les essais cliniques qui peuvent nous dire est-ce que c'est efficace et sûr par rapport à des placebos ou par rapport à des traitements standards. Et aucun de ces traitements n'ont démontré une efficacité. Il y a des traitements qui sont déjà commercialisés, notamment les anticorps monoclonaux, qui ont fait preuve de leur efficacité. Et puis, il y a ce nouveau traitement dont on parle, qui est un antiviral, qui à la fin de son étude de phase 3, qui démontre une diminution de 50% des hospitalisations, ce qui est un résultat assez fantastique. Maintenant, c'est en cours d'évaluation par les autorités et on aura des nouvelles dans les prochaines semaines. Alors, dans combien de temps une partie significative de la production du médicament sera made in France? Oui, on a tous pris conscience à travers la pandémie de Covid à quel point nous étions en quelques années devenus, et singulièrement en France, mais c'est vrai pour tous les pays du monde, dépendants en matière de production industrielle du médicament. On a vu ça à travers l'exemple des curares, par exemple, qui sont ces médicaments essentiels dans l'anesthésie et qui ne sont plus produits en France, comme le paracétamol, par exemple. Alors, il faut travailler à relocaliser les médicaments essentiels, non pas au niveau d'un pays, évidemment, on comprend bien que ce serait ridicule si chacun des pays voulait être autonome dans sa production pharmaceutique. La bonne échelle, c'est probablement celle des continents, l'Europe, évidemment, pour nous. Mais c'est compliqué, et ça va demander du temps parce qu'il faut rapatrier certaines sources de production de matières premières, puis parce qu'il faut surtout inventer le mode économique qui va avec. En Europe, par exemple, on est très soucieux des normes environnementales et c'est hyper important. Eh bien, il faut faire en sorte qu'on puisse payer le médicament pour faire rentrer ces exigences-là. Alors une question, Big Pharma ne découvre quasiment plus de médicaments, il rachète des startups qui travaillent sur les molécules prometteuses. Alors Eric l'a dit tout à l'heure, la Big Pharma investit entre 15% et 25% de son chiffre d'affaires en recherche, ce qui est colossal. Très souvent, il y a une partie de la recherche qui est faite en interne, sur la recherche fondamentale au démarrage, mais on s'appuie aussi sur des modèles de start-up et de différentes collaborations, puisque la recherche est de plus en plus complexe, donc on a besoin de s'appuyer sur d'autres expertises. Et puis, ces start-up, en fait, travaillent sur la phase découverte, mais sur des molécules, comme vous le dites, prometteuses, mais rien n'a encore été démontré. Et après, il y a toute la phase extrêmement longue qui nécessite des gros investissements pour démontrer que ces molécules sont effectivement efficaces sur le long terme. Et ça, c'est toutes les études, ce qu'on appelle les études phase 2, phase 3, qui prennent en général 7-8 ans pour pouvoir démontrer cette efficacité. Et là où les grands laboratoires pharmaceutiques peuvent mettre des investissements conséquents pour faire cette phase de recherche clinique. Alors là, j'ai une question. Nous avons une question qui porte sur le recul des vaccins ARN et le niveau de confiance que nous pouvons avoir sur ces vaccins-là.
Alors peut-être rappeler à nos internautes d'abord que la technologie de l'ARN messager, dont évidemment tout le monde parle depuis maintenant 2 ans, est une technologie qui a déjà fait l'objet de nombreuses recherches depuis plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans maintenant, dans certains domaines thérapeutiques, n'a jamais donné lieu à un vaccin, sauf les vaccins Covid, mais notamment en cancérologie, et aujourd'hui d'ailleurs est devenue une piste prometteuse pour des tas d'autres maladies. Premièrement. Deuxièmement, comme je le disais tout à l'heure, ces vaccins ont fait l'objet d'études cliniques qui ont été réalisées dans des temps très courts, beaucoup plus courts que d'habitude, mais néanmoins, dans la documentation sur le niveau de bénéfice apporté par ces vaccins et le risque associé a été extrêmement documenté et notamment apprécié, évalué par les autorités compétentes, que sont les autorités pour nous européennes, qui évaluent les données qui sont disponibles. Enfin, peut-être rappeler que tous ces vaccins font aussi l'objet d'une surveillance beaucoup plus étroite et beaucoup plus précise, je dirais quotidienne et hebdomadaire aujourd'hui par l'Agence du médicament en France, pour regarder tout effet indésirable qui n'aurait pas été documenté auparavant et qui pourrait conduire à une alerte, comme ça se fait d'ailleurs pour tout nouveau médicament et tout nouveau vaccin. Alors pourquoi le prix des vaccins ne baisse pas malgré des millions de quantités achetées? C'est vrai, mais vous savez, il faut d'abord rappeler que le prix pratiqué par les industriels qui ont mis au monde ces vaccins est un prix adapté au pouvoir d'achat des populations qui en ont besoin. Pour les vaccins conventionnels que vous connaissez, le vaccin de Johnson & Johnson ou d'AstraZeneca, eh bien, ces médicaments sont vendus à prix coûtant. Je rappelle qu'une dose de vaccin AstraZeneca, ça a coûté 1,78 € à l'Europe. Et pour les vaccins à ARN messager, plus innovants, eh bien, il y a une pratique de prix différencié, c'est-à-dire que le prix à l'Europe, par exemple, qui est aux alentours de 12 à 15 €, n'est pas celui qui a été vendu à l'Union africaine, qui est aux alentours de 6 €. Alors, effectivement, on a vu dans le temps ces prix, malgré tout, augmenter. D'abord, ils ont augmenté essentiellement pour les pays riches, pas pour les pays les plus pauvres. Et pourquoi ont-ils augmenté? Eh bien parce qu'il faut financer, évidemment, la recherche clinique qui continue pour adapter ces vaccins au phénomène des variants, vous le savez bien, et puis parce qu'on a un enjeu majeur qui est celui de l'adaptation des capacités de production à travers le monde. Je fais une question suivante qui reprend en fait, je pense, la question précédente sur l'approvisionnement, puisque la question est de savoir pourquoi est-ce que les médicaments sont principalement aujourd'hui importés d'Inde et de Chine. Alors d'abord, je vais prolonger ce qu'évoquait Eric tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 60%, 70%, peut-être 80% de la matière première, je dis bien de la matière première, qui n'est pas le médicament fini, qui vient de ces zones géographiques que sont l'Inde et la Chine. Et pour différentes raisons, notamment des raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, environnementales, qui font que l'industrie chimique en général, pas que pour le secteur pharmaceutique, a eu tendance ces dernières années à se délocaliser, puisque les normes environnementales, et à bon escient, ont été renforcées dans d'autres pays comme l'Europe ou les États-Unis. Maintenant, il faut bien différencier ce qui relève de la production de matières premières du médicament fini. Vous avez heureusement beaucoup de médicaments qui sont aujourd'hui encore produits sur le territoire européen, français bien entendu, mais aussi nord-américain. Et la fluidité des échanges entre les pays et les zones géographiques, et particulièrement au sein de l'Europe, permet de récupérer ces médicaments. Néanmoins, je voudrais souligner qu'on a évidemment, et la crise Covid en a permis à tous d'en prendre conscience, c'est qu'on a perdu une compétitivité sur cette production pharmaceutique, puisqu'on était premier en Europe il y a maintenant 10 ans, et nous sommes aujourd'hui 4e, ce qui est tout à fait dommageable, mais nous espérons que les choses vont s'améliorer. Alors une question qui rejoint la précédente sur les vaccins, sur est-ce qu'on va offrir gratuitement le nouveau traitement Covid à travers le monde, ou est-ce qu'on va encore engranger plus de profits encore et encore? On aimerait tous pouvoir donner ces produits gratuitement, mais je pense que cette question soulève 2 sujets. Le premier qui est l'accès équitable à l'ensemble des pays à travers le monde, surtout dans cette situation de crise où il est nécessaire que tous les pays puissent bénéficier et des vaccins et des traitements. Et ça rejoint la discussion sur les vaccins avec une approche de prix qui est différenciée en fonction du niveau de vie de chacun des pays. Et ce qui va permettre justement de le donner à travers le monde à des prix extrêmement différenciés. Il y a un deuxième aspect qui est pourquoi on ne le fait pas gratuitement tout simplement. Il faut stimuler l'innovation, il faut stimuler la recherche. On est des entreprises où il y a des risques et des investissements qui sont faits de façon à pouvoir mettre ces produits sur le marché.
Pour vous donner un exemple, dans mon laboratoire, on a ce traitement effectivement Covid, mais on a aussi 2 programmes vaccins qui ont échoué. Tout ça, c'est des risques qu'on prend qui sont extrêmement importants. On a aussi mis des programmes de recherche sur le côté pour pouvoir investir et mobiliser tous nos efforts dans ces programmes. Si on n'est pas capable de stimuler d'une façon ou d'une autre et reconnaître l'innovation et la recherche, demain, à la prochaine crise, qui va se mobiliser pour mettre autant de risques et d'investissements derrière ces programmes de recherche ? Alors, la question suivante, je vais la prendre si vous voulez bien, c'est les labos organisent-ils des pénuries ? Je dois dire qu'on a souvent cette question-là qui nous est posée. Aujourd'hui, vous nous la posez, vous internautes, et elle revient souvent. Donc, je vais reprendre quelques éléments d'explication. Premièrement, le laboratoire, sa mission, sa raison d'être, je dirais, c'est quand même de mettre à disposition des traitements. Son modèle économique, c'est de vendre les traitements. Donc, tout ça est évidemment antinomique avec le fait d'organiser soi-même des pénuries. La réglementation, par ailleurs, nationale, et dans d'autres pays, c'est sûrement le cas aussi, oblige les laboratoires pharmaceutiques, lorsqu'ils pourraient décider, ce qui arrive, d'arrêter la commercialisation d'un médicament, d'en informer 1 an avant les autorités compétentes pour réfléchir avec ces autorités quelles sont les alternatives disponibles, et s'il n'y en a pas, les autorités peuvent contraindre le laboratoire à continuer à produire ce médicament. Donc les pénuries qui sont un vrai problème et probablement un des problèmes prioritaires auxquels sont confrontés aujourd'hui les laboratoires est un sujet sur lequel les cas dans lesquels les laboratoires ont décidé un arrêt de commercialisation représentent un pouillème, pardon de le dire comme ça, des cas de pénurie qui sont par ailleurs avec d'autres causes. On pourra y revenir un peu plus tard si vous le souhaitez. Alors pourquoi empêchez-vous la levée des brevets ? En fait, on n'empêche rien du tout, mais vous savez, il faut prendre conscience que s'il n'y avait pas eu la perspective des brevets, c'est-à-dire la capacité qui est donnée de pouvoir amortir tout l'argent qu'on a investi pendant des années quand on fait de la recherche et du développement, eh bien, il n'y aurait pas eu Moderna ni BioNTech et donc il n'y aurait pas eu les vaccins du Covid à ARN messager, par exemple. Donc, vous voyez, sans brevet, il n'y a pas d'innovation. La vraie question qui est posée probablement derrière celle-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour que 7 milliards de terriens puissent disposer dans un temps le plus ramassé possible, le plus court possible, des vaccins contre la Covid. Parce que ça, c'est un enjeu essentiel et que nous partageons. Eh bien, ce qu'il faut faire, ce n'est pas empêcher les brevets, ça n'a jamais fait sortir une usine de terre. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'a fait l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire passer des accords de licence et de transfert de technologie entre les laboratoires qui savent et les laboratoires qui peuvent, un peu partout dans le monde. Il y a plus de 300 accords de licence qui ont été engagés par l'industrie pharmaceutique. Et ça va permettre, et on est en passe de gagner ce pari, eh bien de produire à la fin du mois 7,5 milliards de doses de vaccins, à la fin de l'année 12 milliards, et j'ai regardé les chiffres, on projette en juin 2022 d'être à 24 milliards de doses produites. Alors rien à cacher, une émission pro-vax et pro-gouvernement. Je souris, mais je pense que ce n'est pas une histoire d'opinion. J'ai envie de dire que c'est une émission pro-science et pro-fait. Notre industrie est une industrie qui est basée sur les évidences cliniques, sur les évidences scientifiques. Et c'est la science qui est au cœur de notre raison d'être. Donc oui, les données qu'on a aujourd'hui sur la vaccination montrent que c'est efficace, montrent que ça permet de contrôler l'épidémie, de diminuer les cas graves. Et ça, ce sont des faits. Et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'on essaye d'expliquer au travers de cette émission, c'est au travers de toute la pédagogie qu'on peut faire et qu'on peut voir dans les médias, qui est vraiment pour expliquer en quoi les preuves scientifiques d'efficacité et de sécurité permettent de vous forger une opinion effectivement, mais la science, c'est vraiment ce qui stimule en fait notre réflexion et notre démarche aujourd'hui. Alors comment le LEM va-t-il aider à la croissance des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur ? C'est une question majeure. Vous savez, l'industrie pharmaceutique connaît depuis 2014 une phase dynamique d'innovation comme probablement on n'a jamais connue dans l'histoire auparavant. Il faut s'en réjouir. Il faut s'en réjouir d'abord pour les patients. C'est à nouveau des tas de médicaments extrêmement prometteurs qui vont par exemple transformer le pronostic des cancers, pour citer cela, ou de l'hémophilie avec les thérapies géniques. Alors pour cela, il faut adapter notre système de façon à ce que l'innovation soit encouragée, soit stimulée et surtout puisse être accueillie. Il y a 2 réformes majeures qui vont avoir lieu l'année prochaine et qui sont votées maintenant pendant le projet de loi de finances de la sécurité sociale. La première, c'est celle qui va permettre, elle est déjà en cours, mais on va encore l'améliorer, eh bien, aux patients qui sont dans les situations les plus graves, quand il n'y a pas d'alternative thérapeutique, de bénéficier des traitements avant même leur autorisation de mise sur le marché. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accès précoce. Et puis la deuxième, c'est ce qui permettra d'accélérer
accéder aux innovations dans des temps encore plus courts, dès que le médicament aura été évalué, avant même qu'on ait fini la négociation du prix? Alors là, moi, je vois une très belle question de nos internautes, mais qui est comment expliquer aux gens que tout ce qui sort dans la presse n'est pas à prendre pour argent comptant. On est évidemment devant une question qui dépasse bien largement le champ des entreprises du médicament, qui est une question sociétale du rôle des médias et de la façon dont les médias traitent l'information. Pour prendre nos sujets, si je puis dire, les sujets scientifiques, médicaux et ceux des entreprises du médicament, je dirais que premièrement, on est sur, comme le disait Clarisse à l'instant, sur des sujets scientifiques qui sont par nature des sujets sur lesquels les preuves, les éléments d'information se confirment au fil du temps et que c'est la connaissance de ces éléments-là qui permet de s'assurer de la qualité de ce qui est pris dans les médias, souvent un peu trop à chaud, sur des sujets ô combien complexes. Donc c'est quoi? C'est aussi prendre en connaissance, prendre la source de l'information comme un élément important, par exemple la publication scientifique d'un article qui relate un essai clinique. Deuxièmement, sur ce sujet-là, je pense qu'un des éléments pour limiter fake news et autres mésinformations associées à cela, c'est probablement autour d'un débat un peu plus contradictoire, que les choses peuvent être plus nuancées, et c'est souvent ce qui manque dans le débat public en général et précisément dans le champ de la santé. Alors une question qui va un peu dans le même thème. Les laboratoires refusent d'aider les pays les plus pauvres pour leur profit personnel. On l'a illustré tout à l'heure au travers des prix différenciés dans les traitements ou les vaccins Covid. On peut aussi citer l'initiative COVAX de façon à fournir des vaccins à travers le monde et dans les pays les plus pauvres. Donc je peux pas, voilà, c'est difficile de vous dire non, bien au contraire. Et ensuite, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte, au-delà de la distribution de façon la plus large possible de nos innovations. Mais si on regarde, on s'attaque aussi à des maladies infectieuses, parasitaires et autres qui touchent certains de ces pays les plus pauvres. Je vais vous donner l'exemple d'Ebola, des maladies parasitaires comme l'onchocercose qui ont quasiment disparu. Plus récemment, on a vu un traitement ou un vaccin dans le paludisme. On parle de toutes les initiatives dans le sida. Donc il y a énormément d'initiatives qui sont faites en collaboration aussi avec les ONG de façon à pouvoir s'adresser à ces maladies qui attaquent certains pays plus particulièrement. Alors une question qui porte sur les autorisations de mise sur le marché qui ont été attribuées de manière conditionnelle aux vaccins par l'autorité européenne, l'Agence du médicament européenne. Pour préciser peut-être que d'abord ce dispositif d'autorisation de mise sur le marché conditionnel est un dispositif qui est réglementairement organisé bien avant ce qui se passe pour le vaccin et qui en général est utilisé pour des pathologies, des maladies dans lesquelles le besoin médical est très important et sur lesquelles les promesses de preuves apportées par les études cliniques des laboratoires sont extrêmement solides ou suffisamment solides pour se dire qu'on peut effectivement autoriser le médicament, même de manière conditionnelle. Alors conditionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'autres éléments de données sont apportés aux autorités, à l'autorité compétente, en l'occurrence l'Agence du médicament européenne, qui confirme la preuve de ce qui avait été apporté avant l'autorisation de mise sur le marché. Et c'est le prolongement à la fois d'études cliniques, mais aussi d'études dites en vie réelle, qui permet de confirmer le bénéfice de ces vaccins aujourd'hui. Alors combien de personnes sont devenues milliardaires avec la campagne de vaccination Covid ? Franchement, je ne sais pas combien de personnes sont devenues milliardaires. Ce que je sais en revanche, c'est combien de doses de vaccins anti-Covid l'industrie pharmaceutique aura produit. Je sais combien de milliards de terriens, et je l'espère très fortement le flux possible, auront été traités grâce à ces vaccins anti-Covid et se seront vus épargner la mort ou des maladies parfois très graves. Et s'il y avait un jour une relation démontrée entre les milliards qu'auraient empochés certains et l'incapacité à produire les vaccins de l'autre, à ce moment-là, je m'intéresserai à la question. Il y a une question là qui arrive sur pourquoi si peu de nouveaux médicaments d'intérêt thérapeutique important sont mis sur le marché chaque année. Je ne sais pas ce qui est entendu. Ouais. Je peux la prendre si tu veux. J'ai envie de dire bien au contraire. C'est vrai qu'on a pu voir un creux dans les années 2000. Et depuis, j'ai envie de dire 5-10 ans, on voit en fait des innovations extraordinaires qui arrivent aujourd'hui sur le marché grâce à des nouvelles technologies. On a parlé des vaccins ARN, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Et sur les 10 dernières années, il y a des innovations. Si on regarde dans le traitement du cancer, avec toute l'arrivée des traitements cellulaires et des immunothérapies,
sur des cancers qui étaient jusqu'à présent où il n'y avait aucune alternative thérapeutique. On regarde dans la mucoviscidose, on regarde dans l'hépatite C qui était une maladie incurable et qui aujourd'hui, en 3 mois, on est guéri. Voilà, avec des innovations extraordinaires et dont on peut se réjouir de ces innovations. Oui, pour compléter ton point, Clarisse, j'ai regardé les chiffres sur cette question la semaine dernière, tout à fait, pas pour répondre à la question bien sûr, mais j'ai vu qu'il y avait 97 médicaments qui ont été enregistrés en Europe en 2020. Et parmi ces 97, il y en a 39 qui répondent à un nouveau mécanisme d'action, c'est-à-dire qui sont des innovations potentielles. C'est extraordinaire. Pourquoi les embauches sont gelées en France? Je sèche. Alors, les embauches du secteur pharmaceutique, à ma connaissance, pas à ma connaissance, ne sont pas gelées. Aujourd'hui, on est dans un secteur qui est plutôt en croissance du nombre d'emplois nouveaux générés, compte tenu de la révolution, de différentes révolutions scientifiques, numériques. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans un secteur, les entreprises du médicament, qui représente à peu près 100 000 collaborateurs et qui, à nouveau, continue à embaucher de nouveaux collaborateurs pour de nouvelles compétences sur des emplois qualifiés qui, en général, sont plutôt dans la pérennité de l'emploi au sein des entreprises du médicament. Alors, une question, je ne sais pas si je dois la prendre. Si l'industrie pharmaceutique était si éthique, elle confierait le soin de faire évaluer ses vaccins de façon indépendante. Pourquoi n'est-ce pas le cas? Alors, en l'occurrence, c'est le cas. Les vaccins, les produits, les médicaments sont évalués de manière totalement indépendante, d'abord par, avant tout, les autorités compétentes. D'abord, pour mettre en place un essai clinique, la décision est prise par une autorité qui est l'Agence du médicament, par les comités de protection des personnes qui évaluent aussi les protocoles. Pour l'autorisation de mise sur le marché, ce sont les agences du médicament. Elles sont organisées chaque pays parmi l'Europe a une agence du médicament et elles discutent ensemble au sein de l'Union européenne, dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché, de la décision de mettre sur le marché un médicament. Et donc tout ça est fait par ces autorités compétentes. Par ailleurs, la qualité des informations scientifiques qui sont données sont revues par des pairs dans le cadre des évaluations, par exemple des publications scientifiques, c'est-à-dire des experts scientifiques qui ne sont pas les entreprises du médicament et qui revoient les données qui sont proposées avant publication d'un article, par exemple. Question métier, comment percevez-vous les évolutions du métier du pharmacien et leurs conséquences sur le marché du médicament? Alors c'est vrai que le pharmacien a un rôle dans l'industrie pharmaceutique sur toutes les étapes en fait, de vie du médicament, qui commence au niveau de la qualité, de la distribution, de tout ce qui est supply chain, même dans les métiers d'accès au marché réglementaire. Il y a aussi des pharmaciens qui travaillent au marketing. Donc c'est vraiment un poste clé dans l'industrie pharmaceutique, jusqu'à le pharmacien responsable, qui est en fait une spécificité française, mais qui a un rôle extrêmement important pour surveiller tout le bon usage, les contrôles qualité, le bon usage du médicament au sein des entreprises. Mais j'ai envie de dire que le rôle du pharmacien, il change encore plus en externe, notamment le pharmacien officinal. On voit, et on l'a vu au travers de la crise du Covid, l'extension en fait, de son rôle, et il peut prendre un rôle de proximité beaucoup plus fort dans les actions de prévention, de dépistage, et on va voir comment dans les années à venir, ce rôle va continuer à s'étendre sur d'autres compétences. Oui, c'est un vrai praticien de premier recours au fond aujourd'hui. Alors il y a le prix facial, on nous dit, et le prix réel des médicaments qui sont très différents. C'est vrai. Pourquoi c'est obscur et pas connu du grand public? En fait, ce n'est pas obscur, c'est-à-dire que vous avez toutes les règles du jeu qui sont à la disposition du grand public. Il faut se donner la peine d'aller les chercher. Je conviens avec vous que ça n'est pas facile. Et je conviens avec vous volontiers que c'est à nous de faire la pédagogie. Mais d'ailleurs, une émission comme celle-là participe de cela. Donc le prix facial, c'est quoi? C'est le prix que vous voyez sur la boîte et que tout le monde peut voir très très facilement. Le prix réel, c'est quoi? Eh bien, c'est le prix qui résulte de la négociation des conditions de prix entre les laboratoires pharmaceutiques et le comité économique des produits de santé qui négocie au nom de l'État. Et entre les deux, il y a des remises qui sont payées par les industriels, qui représentent parfois une quantité importante, 20%, 30%, même davantage. Alors ces remises, elles sont publiées chaque année sur le rapport d'activité du CEPS. Vous avez le montant agrégé global des remises et vous avez même les pourcentages par classe thérapeutique. Pourquoi il y a des remises? Eh bien pour plein de raisons dont les règles du jeu, là encore, sont définies de manière très très claire. J'en cite une. Vous avez souvent des médicaments qui, pour un seul médicament, ont plusieurs indications.
hein. Ils peuvent être indiqués dans tel cancer, puis dans tel autre, puis dans tel autre. Donc on voit bien qu'il faudra plusieurs prix réels, parce que leur prix ne sera pas le même en fonction de chacun de ces cancers. Or, il n'y a qu'une étiquette de prix sur la boîte. Il faut donc définir des systèmes de remise pour pouvoir faire une péréquation au prorata, évidemment, de la valeur de chacun de ces cancers. Voilà une raison assez classique de négociation de remise. Alors, une question sur la recherche clinique et sur la place des femmes enceintes pendant les essais cliniques. Alors, il est vrai, et clairement pour des raisons médicales, physiologiques, que les femmes enceintes, on teste rarement les médicaments, dans un premier temps chez la femme enceinte, compte tenu du risque de tératogénicité, donc du risque de malformation, associé à un nouveau traitement pour le fœtus ou l'embryon. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, pour beaucoup de médicaments nouveaux, dont les mécanismes d'action n'ont pas encore été testés, on ne les teste pas pour les femmes enceintes, comme on ne les teste pas dans un premier temps chez les enfants. Et les raisons sont évidemment purement médicales et scientifiques. Il est vrai lorsque le médicament a déjà fait l'objet d'un certain nombre d'informations capitales sur son bénéfice-risque, et s'il peut avoir un intérêt pour les femmes, y compris enceintes, à force de preuves et de données scientifiques, ce médicament peut faire l'objet d'informations complémentaires qui peuvent le conduire à être pris chez la femme enceinte. Je voudrais juste sur ce point-là souligner un élément important. Les entreprises du médicament, et en coordination avec l'ensemble des autorités de santé, sont extrêmement vigilantes au bon usage de ces traitements-là chez les femmes enceintes, des traitements en général, parce qu'effectivement, il y a un vrai sujet sur la prescription médicale et sur le bon usage des traitements et la bonne prise des traitements chez des femmes qui sont enceintes, notamment en début de grossesse, dont on ne le sait pas toujours, mais c'est un médicament, ce n'est jamais quelque chose qui est sans risque, et donc c'est toujours important de prendre en considération l'état physiologique de la patiente. Une question sur le lobbying. Quelle place a le lobbying pour influencer sur les dépenses de santé publique ? Alors le lobbying, c'est un mot qui a beaucoup de connotations négatives. Moi, j'ai envie de dire c'est tout simplement l'engagement qu'on a, le travail qu'on fait avec les autorités publiques pour travailler ensemble, pour améliorer et voir où est-ce qu'il y a des inefficiences, où on pourrait travailler ensemble pour, par exemple, améliorer l'accès au traitement, raccourcir les délais d'accès. Si on compare la France à l'Allemagne, par exemple, on avait jusqu'à 1 an de différence sur les délais d'accès pour commercialiser une nouvelle innovation. Aujourd'hui, grâce au travail et en identifiant ces points, ces gaps avec le gouvernement, on peut, et des mesures viennent d'être annoncées de façon à réduire de 6 mois, voire beaucoup plus tôt avec des accès précoces, l'accès à ces thérapeutiques. Et on a besoin de ce travail-là avec les autorités de façon à faire améliorer notre système. Alors une question porte sur les pénuries de plaquenil pendant le confinement. Donc pour rappel, le plaquenil, c'est un composé, un antipaludéen dont le composé est la chloroquine. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, lors du premier confinement et lorsqu'il y avait un certain nombre de possibilités de réponse autour de la chloroquine et de questions posées autour de la chloroquine, beaucoup de patients ou de citoyens se sont peut-être jetés dans les pharmacies pour consommer ou avoir chez soi de la chloroquine. Néanmoins, donc, ce sont les autorités qui ont décidé à ce moment-là de restreindre le nombre de comprimés de chloroquine disponibles dans les pharmacies pour éviter, si cet espoir s'était révélé une réponse thérapeutique, éviter qu'il n'y ait effectivement une pénurie réellement de chloroquine ou de plaquenil en l'occurrence. Alors comment expliquer que les labos puissent refuser le prix d'un médicament et le lancement du traitement dans un pays ? Alors c'est vrai, les labos peuvent refuser le prix d'un médicament, je le disais tout à l'heure, c'est une négociation. Mais il faut savoir que c'est rarissime, parce que c'est une décision effectivement très, très grave, qui peut être motivée pour des raisons de modèle économique, de viabilité économique. On voit aussi que dans la régulation du prix du médicament tout au long de la vie de ce médicament, on peut atteindre une limite en deçà de laquelle produire localement le médicament n'est plus rentable. Alors comme Thomas le disait tout à l'heure, quand un laboratoire est acculé à prendre ce genre de décision, il doit en informer l'ANSM pendant 1 an auparavant, pendant lequel on va essayer de trouver des solutions palliatives. Et puis, voyez-vous, dans les derniers accords que l'on a négociés avec l'État, dans ce que nous appelons notre accord cadre, on a fait en sorte que les laboratoires puissent tirer la sonnette d'alarme avant qu'un prix ne soit arrivé trop bas, en deçà du seuil de rentabilité pour le produire. Il peut demander une hausse de prix au Comité économique des produits de santé. Alors, une question là qui porte sur la responsabilité juridique, et donc là, précisément la question est intitulée « Si les laboratoires sont sûrs de leurs produits, pourquoi avoir relégué la responsabilité juridique des effets secondaires aux États ?»
Alors d'abord, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ou ce qui se passe, notamment pour le vaccin, c'est-à-dire que les laboratoires ont une responsabilité juridique pleine et entière sur un défaut d'information ou de connaissance dont eux auraient connaissance qui pourrait mettre en jeu la prise en charge d'un patient. Et la responsabilité n'a pas du tout évolué, le cadre juridique de cette responsabilité n'a pas du tout évolué dans le cadre bien spécifique des vaccins Covid. Après, ce qui s'est passé dans le cadre des négociations, notamment contractuelles, et donc des achats de vaccins au niveau européen, ça a été de prendre en compte le fait que ces vaccins avaient été développés de façon extrêmement rapide, que les enjeux de production étaient extrêmement importants, et de prendre en compte ces éléments-là dans les contrats pour éviter un certain nombre de pénalités, non pas sur la responsabilité pénale du laboratoire s'il devait être mis en cause, mais sur d'autres éléments de responsabilité juridique. Question à nouveau sur la R&D. Sur quel sujet, procédés, maladies, les investissements en R&D des labos portent-ils principalement? Alors c'est vrai que sur le coût de développement, on parle de 2 à 3 milliards de coûts d'investissement pour pouvoir développer une molécule. Et la très grande majorité de ces investissements sont sur la phase de démonstration de l'efficacité et de la sécurité, c'est-à-dire les phases cliniques, c'est quand on passe chez l'homme. C'est la phase la plus longue, la plus risquée et qui nécessite des investissements les plus importants. Donc souvent, il y a la phase effectivement de comprendre la maladie. C'est aussi un axe sur lequel les laboratoires académiques sont beaucoup. Comprendre pourquoi l'asthme. Voilà, il y a encore beaucoup de questions là-dessus. Après, il y a la phase de concevoir des molécules et se dire sur telle cible, je vais pouvoir agir. Mais c'est surtout après la démonstration de la preuve et de l'efficacité et de la sécurité chez l'humain. Alors qu'en est-il de la réindustrialisation en France dans la pharma? C'est un enjeu majeur, nous l'avons dit à plusieurs reprises, et on a tous pris conscience à travers la crise Covid de la délocalisation de certaines productions industrielles, du fait que les prix des médicaments avaient atteint en France un niveau tellement bas qu'il n'était plus rentable parfois de les produire sur notre sol. Donc il faut reconnaître que depuis maintenant 3 ou 4 ans, il y a une véritable dynamique qui est à l'œuvre dans notre pays, poussée par le gouvernement, pour engager cet effort de réindustrialisation. Ça passe essentiellement par des mesures qui sont des mesures de stabilisation du prix, qui ont été prises dans notre dernier accord cadre, par exemple, ou par, plus récemment, et c'est soumis au vote en ce moment des députés, la possibilité de prendre en compte dans la fixation du prix d'un médicament des critères de localisation de sa production. Il faut savoir que notre industrie en France, elle a investi 7 milliards d'euros dans la production industrielle en 2019. C'était 19% d'augmentation des investissements réalisés cette année-là. Alors, la question suivante porte sur les vaccins viraux inactivés et pourquoi n'a-t-on pas ces vaccins aujourd'hui disponibles? Alors, je dirais que c'est aussi tout ce qui se passe dans le monde de la recherche, de la science, qui fait qu'aujourd'hui, les premiers à avoir répondu de façon extrêmement claire aux bénéfices apportés par un vaccin sont des vaccins, comme vous le savez, avec des technologies d'ARN. Les vaccins virus inactivés ont néanmoins fait l'objet de phases de tests, puisque, juste pour vous donner le chiffre, vous avez aujourd'hui plus de 200 essais cliniques différents qui utilisent toutes les technologies possibles, nouvelles ou connues, comme le virus inactivé, qui sont en essais cliniques. Et là, aujourd'hui, et depuis une quinzaine de jours maintenant, une entreprise localisée en France, qui s'appelle Valneva, a fait état de résultats très prometteurs et conclusifs sur la phase 3, c'est-à-dire la dernière phase d'essai clinique, avec un virus inactivé qui va donc faire l'objet d'une soumission et d'une évaluation par l'autorité compétente, l'Agence européenne du médicament. Alors une question, vaccin, traitement Covid. Si on est vacciné, est-ce qu'on aura besoin des traitements? Je pense que c'est important de repréciser que le vaccin évite les formes graves, en très grande majorité, évite de contracter la maladie, mais ça n'empêche pas, malheureusement, totalement, ça n'empêche pas la totalité de la protection. Donc, si jamais on est vacciné, et parce que notre immunité aura pu diminuer pour différentes raisons, et qu'on a des symptômes et qu'on est diagnostiqué Covid, alors le traitement en complément va pouvoir apporter le bénéfice en termes de diminution des risques d'hospitalisation. Donc ça, c'est important de dire que les deux vont marcher ensemble, et c'est les deux ensemble. Le vaccin est indispensable pour contrôler cette pandémie, mais on va avoir besoin pas d'un traitement, mais de plusieurs traitements en fonction des différentes cibles qu'on va trouver, de façon à contrôler vraiment cette épidémie et d'éviter la circulation du virus. Alors pourquoi les États ne financent-ils pas plus la recherche puisque les financements privés sont orientés vers le profit? Ben non, les financements privés, ils ne sont pas orientés vers le profit, ils sont orientés vers ce qu'on appelle le développement. Je le redis, tout ça est un continuum. On a
pour trouver un médicament, à la fin, on a au départ une phase de recherche qui est de la recherche fondamentale sur l'ARN, par exemple, s'agissant des vaccins anti-Covid. Et puis après, eh bien, il va y avoir des start-up qui vont souvent être là pour transformer ce concept de médicament en vrai médicament. Et puis enfin, il y aura ce qu'on appelle la Big Pharma qui va arriver évidemment avec tous ses moyens, parce qu'elle seule peut le faire, pour engager les phases de développement, les essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3. Et voyez-vous, 80% des coûts de la R&D, de la recherche et développement, ce sont des coûts de développement. C'est là où interviennent les laboratoires pharmaceutiques. Ce sont eux qui prennent donc la majorité des coûts et aussi la majorité des risques. Songez qu'à la fin d'une phase 3, tout au bout du parcours, en oncologie, en cancérologie, vous avez encore une chance sur 2 de vous planter dans un essai clinique. Alors une question porte sur le rapport bénéfice-risque des vaccins chez les jeunes et les 12-35 ans précisément. Alors quelques éléments de réponse. Premièrement, sur certains vaccins qui sont aujourd'hui disponibles, des essais cliniques ont été réalisés chez les plus jeunes et montrent un rapport bénéfice-risque tout à fait favorable. Je lisais, moi, il y a quelques jours, une publication américaine qui montrait que 20% des patients hospitalisés actuellement aux États-Unis étaient des jeunes. Donc il ne faut pas croire, et vous le savez pour la majorité d'entre vous, qu'être jeune prémunit de tout risque de maladie et de gravité des effets du coronavirus. Donc important d'avoir cette politique vaccinale aussi bien à titre individuel pour les jeunes, mais aussi pour protéger évidemment les aînés, puisque les plus jeunes sont souvent porteurs de la maladie et peuvent contaminer les aînés qui ne seraient pas nécessairement vaccinés. Comment appréhendez-vous les présidentielles? Oh, c'est large comme question. Je pense que la crise du Covid a mis la santé encore plus au centre des priorités des Français. Et ça devrait être un thème qui devrait ressortir de façon très forte, puisque les présidentielles sont bien sûr des moments clés où où ça permet d'avoir des débats sur les sujets prioritaires des Français. Et donc, voilà, je pense que ces présidentielles vont être un moment important pour continuer à discuter de la santé en France, de la santé des Français, comment on fait plus de prévention, comment on accède davantage aux innovations, comment on stimule le secteur économique lié à la santé également. On voit que c'est un secteur qui peut vraiment se sortir, en sortie de crise, être un vrai contributeur à l'économie du pays également. Donc, autant de sujets qu'on aimerait pouvoir voir porter dans les présidentielles. Oui, ce qu'il faut dire, Clarisse, peut-être, c'est qu'il faut d'abord souhaiter que la santé fasse partie du débat présidentiel. Et on peut peut-être s'inquiéter en ce début de campagne présidentielle, de plus trop entendre parler de santé finalement. Et moi, personnellement, une des leçons que je retire de la crise Covid, on s'est tous beaucoup interrogés de manière pratiquement existentielle dans nos propres vies, c'est que, au fond, sans la santé, l'économie ne veut rien dire. Et que la santé, c'est au-dessus de tout. Et donc, on ne pourra plus nous parler d'économie sans nous parler de santé. C'est vrai. Alors, je ne pense pas que ce soit une question, c'est un encouragement. Vous devriez communiquer ainsi plus largement. Je pense que c'est la démarche qu'on essaye d'avoir, de faire beaucoup de pédagogie. C'est vrai qu'on est un secteur qui est compliqué, qui est souvent difficile à comprendre. Parfois, on n'a pas assez communiqué dans le passé. Donc, on a une démarche qui est vraiment très ouverte, très directe, de façon à pouvoir donner un maximum de réponses. On sait que c'est des sujets qui ne sont pas simples. Souvent, on a du mal à réconcilier profit et santé. On a du mal à comprendre pourquoi il y a des pénuries. C'est des sujets très complexes qui nous tiennent vraiment à cœur. Et voilà, donc si on peut communiquer encore plus largement, merci de vos encouragements. Alors à propos de pénurie, et ça revient et ça se comprend bien puisque le sujet est important pour tout le monde, d'où viennent les problèmes de pénurie? Alors peut-être quelques éléments de réponse. D'abord, les pénuries, ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet qui concerne toute la planète. En général, et quand il y a une rupture d'approvisionnement ou de production de médicaments, en général, elle concerne plusieurs pays. C'est aussi un sujet qui est d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qui peut être à la fois lié à des problématiques de production à proprement parler, qui sont souvent parfois un défaut d'approvisionnement en matières premières, qui peuvent être liées à une difficulté dans le circuit, dans la ligne de production. Vous savez que les lignes de production de médicaments sont des lignes qui sont probablement les plus encadrées, tout secteur industriel confondu. Pourquoi? Parce qu'on traite évidemment on a des médicaments, donc il y a des règles de sécurité et de qualité qui sont très importante. Donc chaque fois que vous avez un petit problème, qui soit externe ou interne à l'unité de production, vous arrêtez la production et vous regardez d'où vient le problème et vous détruisez potentiellement tous les lots de médicaments qui ont été produits. Donc tout ça, c'est l'enjeu sécurité-qualité et l'enjeu approvisionnement des matières premières. Je dirais de façon plus générale qu'il y a un enjeu, une cause importante de ces pénuries, qui est liée à une difficulté de répondre à une demande mondiale qui n'a fait que
qu'augmenter ces dernières années. On peut s'en réjouir. Ça veut dire que des populations de certains pays et dans des grands pays ont pu accéder à des traitements auxquels ils n'avaient pas accès précédemment. Et chaque fois que vous devez, pour répondre à cela en tant qu'entreprise, investir pour construire une nouvelle unité de production, ça peut prendre plusieurs années parce qu'une unité de production, ce n'est pas une unité de production de n'importe quel secteur. Par exemple, pour construire une unité de production de vaccins, on dit entre 5 et 7 ans, peut prendre entre 5 et 7 ans parce qu'il faut la construire, l'homologuer, la faire vérifier par les autorités compétentes et tout ça est extrêmement complexe. Donc souvent, ce différentiel entre offre et demande est une des raisons pour lesquelles nous avons effectivement parfois des pénuries ou tensions sur l'approvisionnement de médicaments. Alors je vois qu'il y a à nouveau une question, je pense qu'on l'a abordé tout à l'heure, sur l'AMM conditionnel de certains vaccins. Pourquoi est-ce que l'AMM conditionnel des vaccins n'a pas été renouvelé? Je rappelle que l'AMM conditionnel, c'est un processus réglementaire qui existait avant les vaccins Covid et qui permet pendant 1 an de disposer d'une autorisation de mise sur le marché sous condition d'apporter des éléments d'information complémentaires, données cliniques, données observationnelles, c'est-à-dire de vraie vie, aux autorités compétentes. Et donc il est normal qu'il y ait encore ces vaccins soit sous des autorisations de mise sur le marché conditionnelle. Alors selon vous, pourquoi une industrie qui traite et sauve a une aussi mauvaise réputation? Alors ça, c'est une question absolument fondamentale. Et vous savez, pour les gens comme nous qui travaillons dans cette industrie, je pense qu'on n'a pas choisi ces métiers par hasard. C'est véritablement une question existentielle. Et moi, je crois que c'est très compliqué de répondre à cette question parce que ça répond à plein de causes. Pourquoi est-ce qu'on a mauvaise réputation? On a mauvaise réputation parce qu'on est une industrie complexe et qu'on n'a probablement pas été assez transparent, parce qu'on n'a probablement pas assez expliqué, pas assez fait la pédagogie de notre secteur qui est compliqué. Peut-être aussi parce qu'on vous parle d'accès au marché alors qu'on devrait parler d'accès aux patients. Voilà. Alors moi, je crois que il ne faut pas faire exprès d'avoir bonne réputation. Je ne crois pas du tout au plan qui consiste à dire on va améliorer notre réputation, comment on fait. Je crois qu'il faut juste bien faire son job pour les patients avant tout, parce que c'est ce qui nous a fait choisir nos métiers. Et puis, j'espère que l'on aura bonne réputation en faisant cela. Si je peux me permettre de compléter, juste, ce sont des visions très personnelles tout ça, mais la difficulté dans laquelle se trouve l'industrie du médicament, c'est de réconcilier l'enjeu de santé, qui est ce qu'il y a de plus important comme bien public et bien individuel bien entendu, et puis la notion de profit, qui est la notion qu'évidemment toute entreprise, toute industrie doit considérer si elle veut faire prolonger son modèle économique. Et le modèle économique de l'industrie du médicament, c'est du profit pour de l'investissement dans la recherche, dans l'innovation et donc dans une réponse aux biens de santé ou aux besoins de santé identifiés. Donc c'est vrai que c'est complexe, ces déséquilibres sont complexes pour nos entreprises et pour la réputation du secteur. Oui, on pourra en parler très longtemps en fait. Une autre question sur qui paye la destruction des médicaments non utilisés. Alors déjà, on essaye de ne pas trop détruire, c'est déjà la priorité numéro 1, mais ça rejoint un équilibre dont tu parlais. Un autre équilibre, c'est vrai que c'est les laboratoires qui payent la destruction. C'est la raison pour laquelle on essaye de ne pas avoir trop de stock, parce que c'est juste intolérable de détruire des médicaments. C'est de la perte de valeur, alors que justement on parle de pénurie, donc on va essayer de ne pas avoir de destruction. Et c'est aussi pour ça qu'on essaye d'avoir des stocks qui soient vraiment, qui répondent à la demande. Et de ne pas en avoir trop, parce que vous le savez, à l'intérieur, il y a une notice. Je vais vous donner un exemple, il y a une notice à l'intérieur, et elle change régulièrement dès qu'il y a une nouvelle information de sécurité d'emploi, d'indication, et ça change extrêmement régulièrement. Donc si jamais vous avez votre boîte avec votre notice à l'intérieur, si la notice change, vous avez un délai assez court pour devoir tout remettre, tout mis à jour. Et donc ça peut nécessiter des destructions de médicaments pour pouvoir remettre à jour, ce qui fait totalement un non-sens. Donc ça peut, et c'est un élément sur lequel la gestion des stocks est extrêmement importante. Et par ailleurs, dans ce qu'on appelle la responsabilité des producteurs, ce sont des règles environnementales qui s'appliquent à tout secteur industriel, les entreprises financent un organisme qui s'appelle Cyclamed, qui fait beaucoup d'ailleurs de publicité, pour récupérer les médicaments non utilisés des patients, parce que vous savez tous, et vous avez probablement dans vos armoires à pharmacie, certains médicaments qui ne sont plus utilisés, et que les entreprises, en finançant cet organisme, permettent de récupérer afin de pouvoir les détruire dans les meilleures conditions environnementales possibles. Comment les laboratoires ont eu une capacité de production suffisante pour développer des milliards de doses de vaccins Covid en si peu de temps? C'est un véritable défi que j'ai expliqué déjà tout à l'heure. En fait, les laboratoires qui ont inventé ces médicaments n'avaient pas en eux-mêmes, évidemment, des capacités de production suffisantes. Donc, il a fallu qu'ils passent des accords, on appelle ça des accords de licence, en transférant
un savoir technologique aux laboratoires, aux usines qui étaient disposées à pouvoir fabriquer ces vaccins. Mais ce n'est pas toutes les usines qui sont disponibles aujourd'hui sur la planète qui étaient en capacité de se mettre à fabriquer des vaccins à ARN ou des vaccins conventionnels en quelques mois. Vous imaginez, tout ça prend énormément de temps. Il y a eu plus de 300 accords de licence qui ont été passés et on est arrivé aujourd'hui, ou on est en passe d'arriver aujourd'hui à l'objectif, puisque j'expliquais tout à l'heure qu'à la fin de l'année, nous aurons produit 12 milliards de doses, 24 milliards en juin de l'année prochaine. C'est compliqué. Imaginez que dans un vaccin à ARN, il y a à peu près 280 composants différents qui proviennent de 86 pays différents et de 86 fournisseurs différents qui eux-mêmes sont situés dans 19 pays différents. Donc vous voyez, il ne faut pas simplement trouver l'usine, il faut aussi bâtir tous les réseaux d'approvisionnement qui permettront de rendre cette usine fonctionnelle. C'est vraiment compliqué, mais encore une fois, et je veux être optimiste de ce point de vue-là, l'industrie pharmaceutique a relevé le défi. Est-ce qu'il y a un critère écologique dans le... Tu veux prendre cette question, Thomas ? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un critère écologique dans le prix du médicament ? Aujourd'hui, la fixation du prix du médicament ne dépend pas de critères d'environnement du champ industriel. Par contre, ça me permet juste d'indiquer que dans les autorisations de mise sur le marché du médicament, il est demandé aux entreprises qui fournissent toutes les données, notamment les données cliniques, comme on l'a déjà évoqué, d'informer sur tout ce qui va relever de la sphère environnementale, c'est-à-dire de la destruction du médicament, de sa potentielle toxicité environnementale, et c'est intégré dans la documentation qui figure sur l'autorisation de mise sur le marché. Moi, je crois que l'enjeu écologique est un des enjeux majeurs de notre industrie pour les prochaines années et qu'il faudra réfléchir, je vais peut-être un peu loin en disant ça, mais moi je rêverais en tant qu'économiste de la santé d'y contribuer à une économie circulaire du médicament. Il y a des perturbateurs endocriniens, il y a des déchets qui sont évacués, tout ça c'est infiniment complexe et si on veut faire en sorte que l'écologie soit prise en compte de manière durable, il faut qu'elle ait un sens économique. Donc économie circulaire du médicament, demain, on va essayer d'y travailler. Question sur les risques de thrombose associés à la vaccination. Y a-t-il eu ou non des cas de thrombose ? La réponse est oui, il y a eu des cas de thrombose. Ils ont été communiqués largement. Ils font l'objet d'ailleurs d'un recensement permanent par les autorités qui suivent les effets indésirables des médicaments et bien entendu par les entreprises qui, dès qu'elles sont informées de cela, en informent les autorités compétentes. Mais néanmoins, ce qui a été sans l'once d'un doute, ce qui a été documenté, c'est que les cas de thrombose étaient extrêmement limités en nombre par rapport aux bénéfices de la vaccination. Et donc, les vaccins qui étaient concernés ont été maintenus sur le marché sans plus d'aléas. On revient sur le Covid. Attaquer une épidémie en développant un vaccin, n'est-il pas un non-sens si on ne met pas la même énergie pour développer un traitement ? Alors, je pense qu'on en a parlé. C'est très clairement, aujourd'hui, la priorité a été donnée aux vaccins. Et tous les acteurs publics, privés se sont mobilisés autour des vaccins parce que dans une épidémie virale, c'est vraiment, sur les épidémies virales, le vaccin, c'est la meilleure arme pour, d'un point de vue population, réussir à contrôler cette pandémie. Et ça prévient la maladie. Ensuite, on a la même énergie, vous l'avez vu, on parlait de cet antiviral, il y en a d'autres aussi qui sont en développement, on parle des anticorps monoclonaux. Donc il y a plusieurs traitements qui sont en développement avec une énergie, une mobilisation aussi sans faille. Mais la priorité, voilà, vaccin, les traitements arrivent. Je pense qu'un vaccin en 1 an, un traitement en 2 ans, je pense que c'est juste remarquable et ça montre la mobilisation des différents acteurs. Pourquoi ne pas faire le ménage dans vos investisseurs qui donnent une image de profiteurs ? Alors, je crois qu'il faut bien expliquer notre business model, notre modèle économique. On le disait, l'industrie du médicament est une industrie de l'innovation. Il faut qu'en permanence qu'elle investisse des sommes considérables pour créer le médicament suivant qui va être utile à la société, sinon il n'y aurait plus de progrès thérapeutique. Or, elle ne fait pas appel à l'emprunt pour assumer ces montants considérables d'investissement. Il faut donc qu'elle fasse appel au capital. Voilà pourquoi les actionnaires dans notre industrie sont aussi importants. Et notre industrie est une industrie du risque et du temps long. Vous savez, sur 100 molécules qui sont imaginées, il y en a 7 seulement qui deviendront un médicament à la fin. Ça vous donne une idée de l'ampleur du risque. Et ça coûte très cher. Et ça demande en moyenne 12 ans pour développer un médicament. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas appeler les actionnaires à investir dans notre industrie sans faire en sorte que cette industrie soit en même temps profitable.
Alors une question à nouveau qui porte sur les différents types d'AMM qui ont été octroyés pour le vaccin et notamment pour le vaccin Pfizer. Alors à ma connaissance, toutes les autorisations de mise sur le marché des 4 vaccins disponibles en France ont fait l'objet d'autorisations de mise sur le marché conditionnelles comme on l'a déjà évoqué et donc avec une confirmation de preuve qui arrive au fil des semaines, des jours et des mois mais qui avait des données suffisamment robustes pour obtenir cette autorisation de mise sur le marché. Il est évoqué dans la question l'obtention d'une autorisation temporaire d'utilisation pour le vaccin Pfizer. À ma connaissance, ce n'était pas le cas. Ils ont tout de suite bénéficié d'un dispositif européen, puisque le dispositif autorisation temporaire d'utilisation est national ou était national, et le dispositif européen a été l'obtention d'une AMM conditionnelle. Les journalistes ont souvent des avis négatifs sur les labos. Pourquoi n'envisagez-vous pas une campagne grand public pour communiquer comme vous le faites aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas mettre tous les journalistes dans le même panier. Je pense que les journalistes aiment bien le débat et la polémique, donc les sujets ressortent. Je ne parlerai pas de négativité. Donc, voilà, les journalistes se font le relais aussi des sujets qui sont importants à traiter. Ensuite, ça n'empêche pas, et effectivement, dans votre question, c'est notre démarche aujourd'hui, c'est de pouvoir, effectivement, sans d'une campagne grand public, parce qu'on a fait beaucoup des campagnes sur l'innovation, sur le bénéfice qu'on apporte, mais qui n'est pas tout le temps audible ou reprise. Donc notre objectif, c'est justement de, voilà, en toute transparence, directe, de pouvoir répondre à vos questions. Et on va continuer parce qu'on voit que quand on fait de la pédagogie, on comprend mieux et ça permet de vraiment répondre aux questions qui se posent. Alors la question suivante porte sur le risque de cancer associé à la vaccination. Et la question est, pouvez-vous nous dire si ces risques existent ? Alors moi, je vais vous répondre en médecin et scientifique, c'est que le monde n'est pas en noir et blanc et qu'il est aujourd'hui impossible, et il serait complètement déplacé de ma part de vous dire qu'il n'y a aucun risque dans 5 ans, dans 10 ans, de voir apparaître quelque maladie que ce soit. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, premièrement, les données qui ont été mises à disposition sur ces vaccins sont extrêmement rassurantes sur l'ensemble des risques. Deuxièmement, le risque de cancer est quelque chose qui peut être testé très en amont, notamment sur ce qu'on appelle en toxicité animale, et donc en l'occurrence qui permettent de voir évoluer éventuellement des cellules cancéreuses, et il n'y en a pas. Et donc aujourd'hui, nous n'avons aucune documentation d'un risque de cancer, donc c'est tout à fait rassurant, et donc ce n'est pas un risque qu'on doit considérer a priori comme un risque élevé et important sur lequel vous ne devriez pas vous faire vacciner. Une autre question sur la journaliste. Sur les journalistes, tu veux donner une autre perspective, Thomas ou Eric, ce que je viens de donner? On a régulièrement des entrevues avec des journalistes sous l'angle purement pédagogique, parce que nos questions sont complexes, souvent très techniques, et ils ont besoin de comprendre, et ils nous sollicitent. Nous, on se livre volontiers à l'exercice, et de plus en plus souvent, je pense, on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y a un gros sujet pour expliquer le modèle économique de l'industrie pharmaceutique en général. On va poursuivre ce type d'échanges parce qu'on trouve qu'ils sont extrêmement bénéfiques. Et peut-être pour compléter, indiquer que vous savez, au début de l'épidémie, le directeur général de l'OMS a parlé aussi d'une autre forme d'épidémie, qui est l'épidémie des fake news. Et c'est clair qu'on est dans une période avec beaucoup d'informations parfois distillées de façon malheureusement volontaire, d'informations erronées sur la santé, sur le Covid, sur le traitement, sur le vaccin, etc. On essaye de lutter à notre modeste échelle. Notamment, nous avons eu l'an dernier l'occasion de publier un certain nombre de recommandations, de discussions qui émanaient d'entreprises du médicament, de professionnels de santé et de patients pour lutter contre ces fake news. Et l'une d'entre elles passait notamment par la nécessité de renforcer l'éducation et la formation des journalistes sur des enjeux complexes de santé ou de sciences comme nous les vivons aujourd'hui. Est-il possible d'envoyer aux pays en développement les médicaments non périmés mais retournés à Cyclamed? Alors la réponse est non. Cyclamed est un organisme qui récupère les médicaments non utilisés pour en assurer la destruction et pas pour en assurer l'approvisionnement dans des pays en développement. Par contre, les entreprises du médicament ont un dispositif organisé qui s'appelle TULIP, qui permet d'assurer la donation d'entreprises du médicament à cet organisme, qui lui vise à mettre à disposition ces traitements dans des pays en situation de crise sanitaire, crise internationale, guerre ou autre événement climatique. C'est un organisme qui existe depuis 35 ans et qui fonctionne plutôt bien au bénéfice d'organisations non gouvernementales. Une autre question sur la défiance envers la Big Pharma, est-ce qu'on ne devrait pas balayer devant notre porte ?
Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure déjà, beaucoup, cette défiance qui existe parce qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on fasse plus de pédagogie pour expliquer pourquoi on doit faire des profits, parce que c'est important d'être en bonne santé pour pouvoir financer l'innovation, c'est une de ces questions. Ensuite, il y a des sujets plus polémiques et je pense qu'on doit faire encore plus. On a beaucoup parlé de pénurie. Clairement, ça ne nous satisfait pas, c'est une priorité. C'est un domaine qui est complexe parce que c'est lié à une augmentation de la demande, donc ça va prendre du temps, mais très clairement, c'est une priorité, mais on doit faire beaucoup plus. Et puis ensuite, je pense que c'est important de rappeler aussi tout ce qui est fait quand même depuis des années. Moi, ça fait 22 ans que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Avant que j'arrive, dans les années 90, il y avait déjà une loi anti-cadeau. Il y a des lois maintenant sur la transparence, sur tout ce qui est le lien d'intérêt conflit d'intérêt avec les médecins. Il y a une transparence de tout avantage qu'on peut donner de façon indirecte. Par exemple, on fait une réunion d'information auprès de médecins ou de travail et on offre, parce que c'est sur l'heure du déjeuner, les coûts liés à ce déjeuner sont très encadrés, d'accord ? Un déjeuner c'est 30 €, pas plus. Et puis deuxièmement, tous ce genre d'avantages sont déclarés sur une plateforme qui s'appelle transparence.santé.gouv, vous pouvez aller voir, et l'ensemble de ces avantages sont déclarés. Donc il y a un effort de transparence et on est un domaine qui est extrêmement contraint et régulé par les pouvoirs publics également. Donc je pense que balayer devant sa porte, je pense qu'on le fait beaucoup. Ensuite, il y a des sujets sur lesquels on peut faire encore davantage. Alors une question qui porte sur pourquoi, je vais la lire, pourquoi avoir rendu la vaccination entre guillemets obligatoire sans avoir le courage politique de la rendre vraiment obligatoire? Alors je dirais que cette question d'abord c'est plus à un ministre de la Santé ou à un gouvernement qu'il faudrait l'adresser. Quelques éléments peut-être pour essayer de vous répondre. D'abord, il y a certaines catégories professionnelles notamment qui ont cette vaccination obligatoire aujourd'hui, notamment les professionnels de santé. Ce qui est quelque chose qui est, je pense, salutaire, je le dis aussi en tant que médecin, comme c'est d'ailleurs le cas pour d'autres vaccins, hépatite B, diphtérie, tétanos par exemple, qui sont obligatoires pour des professionnels qui sont exposés au quotidien et qui eux-mêmes sont à risque de transmission. Après, c'est une décision évidemment sur laquelle il est compliqué d'avoir un bénéfice, si je puis dire, populationnel, entre le fait de rendre obligatoire à un ensemble de citoyens et le risque de refus d'un certain nombre de citoyens d'aller vers la vaccination. En France, on a choisi plutôt de le faire par étapes et jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a un niveau de couverture vaccinale qui est plutôt satisfaisant si on se compare à d'autres pays européens. Alors, tout à fait autre sujet, pourquoi y a-t-il du dioxyde de titane dans le pelliculage des médicaments ? Alors, le dioxyde de titane, c'est un composant alimentaire qui est utilisé beaucoup dans l'industrie alimentaire et sur lequel un certain nombre de risques à certaines quantités ont été identifiés en général, je dis bien certaines quantités, et notamment qui ont conduit la France, donc d'abord l'Europe, à s'en saisir, et la France récemment a décidé son interdiction dans la chaîne alimentaire, donc la chaîne de production alimentaire. Pour le médicament, c'est très différent. D'abord, les quantités sont infinitésimales par rapport à ce qui est utilisé dans la chaîne alimentaire. Et deuxièmement, à quoi cela sert? Cela sert dans l'excipient du médicament, c'est-à-dire vous avez le principe actif et l'excipient, et ça sert à assurer une meilleure stabilité, conservation et de garder notamment la couleur du médicament pour éviter les effets des rayonnements ultraviolets. Donc ça a son sens et son utilité, d'où son utilisation aujourd'hui dans la chaîne de fabrication d'un médicament. Après 80 ans d'homologation, certaines substances actives ont été classées vénéneuses. Peut-on porter plainte contre les labos ? Je vais peut-être te demander aussi, Thomas, de répondre à cette question précisément. J'ai envie d'y répondre en termes généraux. Vous savez, il faut comprendre qu'un médicament, c'est quelque chose dont la connaissance évolue au fil du temps. Quand on le met sur le marché, on l'a beaucoup expliqué aujourd'hui, eh bien d'abord on fait des essais cliniques. Et ces essais cliniques, ils vont tester le médicament sur plusieurs centaines, le plus souvent plusieurs milliers de patients et pendant un temps défini. Et puis après, eh bien, ce médicament sera commercialisé et là, effectivement, il débarquera dans ce que nous appelons entre nous la vraie vie, c'est-à-dire que tout à chacun, dès lors qu'il répond aux indications, pourra le prendre et on aura à ce moment-là des cohortes beaucoup plus nombreuses de patients qui l'auront testé sur plusieurs années. Et parfois, un effet indésirable rare, très rare, n'apparaîtra qu'au terme d'un nombre suffisant de patients, ou parfois il aura fallu beaucoup de temps avant que cet effet n'apparaisse. Voilà pourquoi eh bien, la connaissance du médicament évolue. On peut avoir effectivement laissé un médicament être enregistré à un instant T, et puis plusieurs années après, découvrir qu'au fond, il présente un certain niveau de toxicité qui justifie qu'on le retire. Thomas, je ne sais pas si
au regard Non, de c'est ce cette que question? j'évoquais tout à l'heure sur la responsabilité juridique. Les industriels ont une responsabilité juridique et pénale à partir du moment où elles connaissent la toxicité d'un produit, pour faire très simple, et qu'elles n'auraient pas informé les agences, les prescripteurs, en temps et en heure. Et puis après, pardon. Vas-y. Non, pardon. Ah ben ça, c'est une drôle de chute. C'est une drôle de Ça chute. sonne la fin, hein. Excuse-moi. Je crois que ça sonne la fin de l'émission. Il est 2h. Je voulais vous remercier pour votre attention, votre participation surtout, votre écoute. J'espère qu'on a été le plus simple, pédagogue, direct que possible. N'hésitez pas à continuer sur la plateforme, à partager votre feedback, les questions auxquelles on n'aurait pas répondu. Voilà, votre appréciation de façon à nous permettre de continuer ce type d'émission. Merci beaucoup. Très bonne journée. En tout cas, vous l'avez vu, on s'est mouillé.